Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi tourne définitivement la page politique. Malgré les tentatives de son parti de le faire revenir sur sa démission, il maintient sa décision. Les démocrates, pourtant principal parti d'opposition du pays, doit désormais se réorganiser et son avenir politique devient encore plus incertain. Explication à suivre. À la une aussi, ces longues files d'attente devant les stations de service à Bamako où de nouvelles pénuries de carburant sévissent, une situation qui alimente la colère d'une partie de la population en plein mois de Ramadan. Décryptage à suivre. Et si notre plus grande dépendance du 21e siècle n'était ni l'alcool ni le tabac, mais nos écrans, nous passons en moyenne 56 heures par semaine devant un écran, soit 27 ans au cours d'une vie. Une surexposition qui interroge aujourd'hui scientifiques, parents et responsables politiques. Dans son nouveau livre Sevrage numérique, l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, appelle à reprendre le contrôle face aux plateformes et à repenser notre rapport au numérique. Notre focus de ce samedi soir, peut-on vraiment décrocher des écrans ? Et on ouvre ce journal en allant au Bénin où l'ancien président Thomas Boni Yayi a acté son départ de la vie politique en quittant son parti qu'il avait fondé en 2020. Les démocrates doivent se réorganiser avec un président de parti d'intérim et un avenir politique encore incertain. Les explications de notre correspondante Emmanuel Sodji. Écoutez, c'est une page de la vie politique béninoise qui se tourne avec le départ définitif de Yayi Boni du principal parti d'opposition, les démocrates. Alors, sa démission a été actée par la coordination du parti ce vendredi. Depuis 10 jours, toutes les tentatives pour le faire revenir sur sa décision ont été infructueuses. Yayi Boni évoque des raisons de santé pour justifier sa démission dans une lettre qu'il a écrite début mars. Alors, depuis ce vendredi, c'est l'actuel vice-président Éric Ndete qui assure l'intérim et durant cette période, vous avez la présidentielle le 12 avril prochain. Il aura donc la charge de remettre son parti sur les rails, car depuis plusieurs semaines, eh bien, l'édifice du parti vacille. Il est confronté à des divergences internes et au durcissement des lois électorales, avec les conséquences que l'on connaît. Aucun député élu au Parlement en janvier dernier et aucun candidat de ce parti pour la présidentielle. Autrement dit, l'horizon qui se profilait était plutôt une longue traversée du désert, au moins jusqu'en 2033, l'année des prochaines élections générales. Toutefois, ce qu'on observe, eh bien, c'est que cette démission ouvre un nouveau chapitre, celui de la flexibilité. Les démocrates ont annoncé ce vendredi que pour la présidentielle, le parti est ouvert à la discussion avec les candidats de l'opposition dite modérée, les FCBE, et avec ceux de la mouvance présidentielle. Le parti Les Démocrates chercherait-il à jouer le rôle d'arbitre ? En tout cas, il a fait un peu plus de 16% au niveau national lors des dernières législatives. On passe au Mali où la pénurie du gasoil provoque de longues files d'attente devant des stations-service, notamment à Bamako. Cette crise d'approvisionnement liée notamment à l'embargo imposé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans entraîne aussi de fortes coupures d'électricité et d'eau dans la capitale malienne. Une situation qui alimente la colère d'une partie de la population en plein mois de Ramadan. Les précisions de notre correspondant régional, Serge Daniel. Surtout le gasoil qui manque. D'ailleurs, il y a une première mesure qui a été prise par le gouvernement, c'est de rationner les camions-citernes qui consomment essentiellement ce gasoil. Dans toutes les 72 heures désormais, les camions-citernes auront droit à quelques centaines de litres de gasoil seulement. Ensuite, il faut dire que il y a une rumeur aujourd'hui qui s'est amplifiée à Bamako, qui disait qu'il n'y avait plus du tout une seule goutte d'essence, ce qui fait qu'il y a eu de véritables grappes humaines qui se sont lancées vers les stations-service pour pouvoir avoir le liquide rare. Cette situation a été également constatée dans une localité qui s'appelle Koulikoro, c'est une soixantaine de kilomètres de Bamako, où vous avez de très longues files de personnes qui voulaient faire des réserves de carburant. Évidemment, les populations ne sont pas contentes. Vous l'avez dit tout à l'heure, bientôt c'est la fête du Ramadan, et la fête de la fin du Ramadan
et les populations se demandent si elles pourront vraiment fêter. Il faut savoir aussi que fin janvier, début février, il y a une dizaine de chauffeurs de camions transportant de la Côte d'Ivoire vers le Mali ou du Sénégal vers le Mali, en territoire malien, qui ont été exécutés par les présumés djihadistes qui imposent le blocus, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de candidats pour faire venir ce carburant et évidemment ça crée quand même des problèmes. Maintenant, le gouvernement estime que la situation devrait se calmer dans les prochains jours. Le gouvernement tente de rassurer, mais des populations que nous avons interrogées sont toujours très étonnées, sont toujours très inquiètes. Les populations sont inquiètes face à ce blocus djihadiste sur le carburant notamment, un blocus qui évolue en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Le pétrole, il en est toujours question dans le reste du monde et notamment avec les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur le marché mondial pétrolier avec Nigeria qui se positionne comme une alternative. Abuja demande aux pays du Golfe de le voir plutôt comme un partenaire et non comme un rival, mettant en avant le potentiel du pays à approvisionner le monde en hydrocarbures. Clémence Valère. Depuis le début de l'offensive israélo-américaine en Iran, le cours du pétrole ne cesse de grimper, conséquence de la fermeture du détroit d'Ormuz. Mercredi dernier, le ministre nigérian des Affaires étrangères a affirmé que le pays disposait de réserves d'hydrocarbures sous-exploitées capables de contribuer aux demandes du marché international. Il a également appelé les autres pays producteurs à voir le Nigeria, premier producteur pétrolier sur le continent africain, comme un partenaire stratégique et non un rival. Cela va dans le sens de ce que nous avons toujours préconisé, que les pays qui pourraient autrement nous considérer comme des concurrents dans le domaine des hydrocarbures s'associent à nous pour investir, afin de pouvoir eux aussi diversifier leur part de marché en collaborant avec nous. Selon un rapport publié en février par la NUPRC, l'agence de réglementation du secteur pétrolier et gazier nigérian, le secteur a généré environ 37 milliards de dollars de recettes brutes l'année dernière, contre environ 34 milliards de dollars en 2024. Cependant, malgré une production à la hausse, les automobilistes ne sont pas épargnés par la flambée des prix. D'habitude, je dépense 6 000 naira en carburant pour mon travail. Aujourd'hui, j'en dépense au moins 9 000. Calculez combien j'ai dépensé depuis le début de la hausse des prix, alors que les applications de transport comme Uber et Bolt ont maintenu leurs tarifs inchangés. C'est nous, les chauffeurs, qui en faisons les frais. La méga raffinerie Dangote a récemment promis de se concentrer sur le marché interne afin de prévenir toute pénurie de carburant. Mais son directeur a précisé ne pas pouvoir garantir qu'il n'y aurait pas de prochaine hausse. On passe à notre focus de ce samedi et ce soir, on s'intéresse à notre dépendance aux écrans, devenue un enjeu majeur de santé publique et d'éducation et même de démocratie. Dans son livre Sevrage numérique, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, dresse un constat préoccupant. Les écrans occupent désormais une place centrale dans nos vies avec des effets documentés sur la concentration, la santé mentale et le débat public. Elle appelle à une prise de conscience individuelle, mais aussi à une régulation des politiques des plateformes. Et elle nous a parlé notamment, en venant tout à l'heure sur le plateau, de l'impact écologique, notamment en Afrique. On écoute Najat Vallaud-Belkacem. Les serveurs, les systèmes de refroidissement, tout ça, c'est des émissions de carbone. C'est évidemment extrêmement préoccupant pour notre environnement de manière générale. Et plus encore, comme vous venez de le rappeler, quand on regarde l'ensemble de la photographie, comme on dit, et qu'on se rend compte que les déchets du numérique, en fait, en plus, on les renvoie vers les pays les plus pauvres. Ouais. 80% des déchets du numérique du Nord se retrouvent au Sud, dans des pays comme le Ghana, par exemple, ou d'autres, à brûler à ciel ouvert dans des décharges. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un mensonge dans tout cela. Il y a une hypocrisie folle parce qu'on dit mais on les exporte parce que ça va resservir sur le marché d'occasion local, ça va être recyclé. 80% sont détruits. Pas du tout. Voilà, 80% sont détruits, ils brûlent et polluent l'environnement des populations qui y vivent, les rivières, les lacs, les hommes et les femmes et les enfants. Enfin, c'est une horreur. De la même façon qu'autre chose que j'ai constaté dans mon enquête, c'est au fond, on voit beaucoup d'horreurs passer quand même sur les réseaux sociaux, d'images qu'on ne devrait pas voir, et notamment les jeunes.
Mais sachez que un certain nombre d'horreurs encore plus terribles nous sont épargnées grâce à l'action de modérateurs qui sont généralement dans les pays du Sud, là encore, payés au lance-pierre par les sous-traitants des GAFAM. Au Kenya, on a fait d'ailleurs des reportages. Absolument, vous en avez parlé. Donc vous voyez un peu quelle est la vie de ces modérateurs, de ces éboueurs du web, en quelque sorte, qui pour nous épargner la vue de choses atroces, eux, pour le coup, sans être aucunement accompagnés sur un plan psychologique, pas du tout. eh bien, digèrent ça tout seul. Retrouvez l'intégralité de notre focus consacré à ce sujet sur le sevrage des écrans avec Najat Vallaud-Belkacem sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et notamment sur notre boucle WhatsApp, la chaîne WhatsApp de France 24 du JTA. Merci beaucoup. Allez, à présent, je vous emmène au Gabon où chaque année, d'octobre à mars, des centaines de tortues venues d'Atlantique investissent des plages gabonaises. Elles sont géantes, mystérieuses et en grand danger. Les tortues marines au Gabon, dont qui abrite 30% de la population mondiale, sont victimes du braconnage, de la pollution, mais dans la baie des Rois à Libreville, elles bénéficient désormais d'un sanctuaire pédagogique, une initiative de la société Façade maritime du Champ Triomphal à Libreville. Le reportage de nos correspondants Ismaël Obiangze, Marcel Amoko et Edwin Djoutsop. La société d'aménagement Façade maritime du Champ Triomphal de Libreville a transformé la corniche en salle de classe géante. Un sentier pédagogique de 10 panneaux dévoile l'odyssée des tortues marines. Vous avez dit quoi? Symétrie. Parmi les premiers élèves, Maëlle, 10 ans, et ses camarades découvrent un monde insoupçonné. J'ai appris que les tortues marines pouvaient vivre jusqu'à 300 ans. Il y a 4 types de tortues marines qui viennent au Gabon. Il y a la tortue luth, la tortue verte, la tortue imbriquée et la tortue olivade. Des espèces menacées par la pollution marine. C'est pour lutter contre ce phénomène que l'association Projet Tahiti Tortue et la Façade maritime du Champ Triomphal ont pris l'initiative de sensibiliser les plus jeunes. Avec un objectif, graver dans leur mémoire la nécessité de protéger les tortues marines. Dans l'océan Atlantique, nous sommes 2e dans le monde pour la tortue luth. Nous aimerons que les enfants aient ça en mémoire afin que demain, ils puissent protéger ces espèces. Et nous, les grandes personnes, nous serons sensibilisés par les enfants. Cette ambition éducative s'inscrit dans une vision plus large, concilier développement urbain et préservation de l'environnement. Les tortues aujourd'hui sont des espèces protégées. Donc c'était important d'éduquer, de sensibiliser la jeunesse sur l'action même des tortues. Elle ne va pas s'arrêter au panneau. On prévoit de construire un centre d'observation et de protection. Sur cette baie de Libreville, la capitale gabonaise, la protection de la biodiversité est un combat quotidien, un héritage que les jeunes générations apprennent d'ores et déjà à préserver. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Béni-Chiquer à Paris, en passant par Abbeville et Amiens. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.